Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce 113e épisode de Finances fondamentales et aujourd'hui, je vous fais le bilan de mon année 2024. On est rendu à plus de 400 000 écoutes depuis le début du podcast. Merci beaucoup, je sais pas quoi dire d'autre. Vous êtes toujours au rendez-vous. Ça a baissé un peu pendant le temps des fêtes, mais j'ai vu les 2 semaines qui ont suivi le temps des fêtes, j'ai des écoutes beaucoup plus élevées que d'habitude, à part, d'habitude, il y a beaucoup d'écoutes le mardi quand l'épisode sort, puis après ça se calme un petit peu, il y a peut-être 1000 écoutes par jour par la suite d'un jour qui suivent. Pas 1000, 400-500 dans les jours qui suivent. Mais là, c'est en haut de 1000 tous les jours de la semaine parce que je pense qu'il y en a qui avaient pris un petit peu de retard dans les épisodes. Donc, merci de revenir, merci d'être là. Ça me fait chaud au cœur. Donc, avant de faire le bilan, je voulais vous parler de mes rendements total pour 2024. Donc, mon rendement, tout compte confondu, là, bien sûr, pas mon fonds de pension, mais mon CELI et mon REER. J'ai fait un rendement en 2024 de 20,03%. Donc, si j'avais été 100% dans XEQT comme ma blonde et que j'avais investi les mêmes montants au même moment, j'aurais fait 24,20%. Donc, j'ai fait environ 4% de moins de rendement que l'indice cette année, alors que l'année passée, j'avais fait environ 9% de plus. Depuis que j'ai commencé à investir, je suis encore 3% au-dessus de l'indice XEQT. Donc, ce qui est encore intéressant, même si cette année, j'ai pas réussi à battre l'indice. Si j'avais comparé à VFV, donc qui suit le SP500, attention, là, j'ai pas fait le test comme si j'investissais les montants au même moment. Donc, vous comprenez qu'avec XEQT, il a peut-être pas fait 24,20% en 2024. Je pense qu'il a fait un petit peu plus que ça, bref. Mais ça dépend quand moi j'investis. Tu sais, si j'investis à un moment, j'investis 4000 à un moment où XEQT était plus élevé, puis que j'ai jamais investi quand il était un petit peu plus bas dans l'année, c'est sûr que mon rendement va être moins élevé que ce que l'indice, là, le feuillet du FNB va indiquer qu'il a fait dans l'année parce que ça dépend quand tu investis. Là. Bref, vous comprenez, j'ai dit beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Mais si je compare avec VFV, puis là, c'est vraiment ce que le feuillet VFV dit, là, qu'ils ont fait en 2024 parce que j'ai pas fait le test avec l'argent fictif. Parce que si j'investissais, ça serait dans XEQT, ça serait pas dans VFV. Donc bref, VFV a fait 35%. Donc cette année, j'aurais fait presque, 15% de moins là, que VFV, ce qui est pas très, très performant de mon côté cette année avec mon 20%. J'ai donc été en 2024 là, sous mon indice de référence de 4%. Je le rappelle, là, je ne suis pas un devin. J'attends toujours de voir ce que ça va donner à long terme d'investir tout seul. Et si à m'amener, là, je suis encore 3% au-dessus, mais si à m'amener, je me rends compte que je suis pas mal collé sur l'indice ou que j'ai moins, je vais avoir aucune tristesse à tomber à 100% passif indiciel, là, comme je dis de faire. Et ce qui est le mieux de faire, et laisser tomber la sélection de titres individuels. Sinon, je vous rappelle que dans l'épisode 1, je me présente pour ceux qui c'est le premier épisode là, pour mieux me connaître mes stratégies. Les bilans annuels aussi, là, vous pouvez en voir, par exemple, épisode 8 et 60, où je présente un petit peu plus les FNB dans lesquels je suis investi. Sinon, dans l'épisode 81, je présente ma stratégie d'analyse aussi pour que vous sachiez d'où viennent les titres individuels là, que j'ai dans mes différents comptes. Sinon, je vous rappelle aussi, un autre rappel, il y a beaucoup de rappels aujourd'hui, que je suis pas milliardaire, millionnaire, je vous invite juste dans ce podcast-là, puis dans les bilans surtout, là, à m'accompagner, à comprendre mon aventure vers mes objectifs financiers. Le premier, c'est de remplir mes comptes fiscaux, ce qui n'est pas encore fait. Je fais des erreurs, j'en fais encore, puis je vais en faire dans le futur. J'espère aussi des bons coups sur lesquels vous allez pouvoir vous inspirer un petit peu pour votre propre stratégie d'investissement. Mais l'important, c'est que j'essaie d'être transparent puis je vous partage tout ça, surtout pour que vous sachiez à quoi ça peut ressembler, gérer ces trucs tout seul. Tous les chiffres que je vous présente, c'est mes chiffres à moi. Ma blonde n'est pas impliquée ici, donc elle, tout ce qui est REER, CELI, c'est dans XEQT, donc c'est pas compliqué. Même chose pour mes filles, là, ils ont 2 FNB que je vais vous présenter tantôt. Donc, et aussi, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste pour de l'éducation financière, vous faire réfléchir en vous montrant avec un exemple concret et transparent là, à quoi ça peut ressembler, gérer tout ça tout seul, comme j'ai dit tantôt, mais c'était mon petit
texte en rouge que je me suis mis ici pour pas oublier, pour pas qu'il y ait des gens fâchés qui achètent, exemple, du Medifast comme moi, perdent 80% de leur argent comme moi, soient fâchés et me poursuivent. Donc, bien sûr, si vous écoutez ça, vous comprenez que je connais pas plus ça qu'un professionnel, peut-être pas moi non plus, mais j'ai pas les certifications pour vous dire quoi faire. Donc, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions de façon éclairée. J'ai 200 000 d'assurance vie là, qui ne sont pas inclus aussi dans mes actifs nets parce que c'est pas vraiment à moi. Donc, j'avais 100 000 à la job et 100 000 au perso. J'ai ajouté cette année, et c'est une des nouveautés, j'ai ajouté 500 000 d'assurance vie pour moi temporaire à 20 ans. Donc, je vais avoir 56 ans quand elle va disparaître. Mes filles vont être rendues à 25, 28 ans. Ils devraient être pas pires si je décède. Ma blonde, elle, avait 100 000. Elle s'est ajouté 200 000. Je me suis rendu compte en 2024 que j'étais sous-assuré après plusieurs écoutes de podcasts et des rencontres avec 3 courtiers. Donc, j'ai remédié à la situation. Si jamais il m'arrive quelque chose, mes proches vont être en meilleure situation. Pas que quand j'étais là, mais vont être corrects pour bien s'en sortir. J'inclus pas aussi dans mon actif net, là, dans mon bilan, tout ce qui est RRQ, pension de vieillesse, impôts sur les REER. C'est un petit peu compliqué à calculer en ce moment. Je ferai ça rendu plus loin dans ma vie financière si jamais il y a encore un podcast dans 15 ans. Et je rappelle qu'en 2024, j'ai rencontré justement 3 courtiers, comme je disais tantôt, pour mettre en place la stratégie Bank on Yourself là, que j'ai présentée à l'épisode 68 pour mes filles. Donc cette année, j'ai décidé de le faire avec ma plus vieille. Donc il y a 2500 par année qui part là-dedans. Ma plus jeune va l'avoir aussi quand elle va avoir 8 ans. Je voulais être équitable entre les deux. C'est quand même des gros montants de différence si t'en pars 2 ans avant. Et je voulais pas donner 7-8 000 à ma plus vieille en ce moment pour compenser cette inégalité. Donc, j'ai juste commencé avec ma plus vieille. J'expérimente ça pour vous. Je me suis dit, tant qu'à protéger leur assurabilité pour le futur, au cas qu'il leur arrive quelque chose, je préférais le faire avec un bon produit qui pourrait les aider plus tard aussi à s'approprier une bonne gestion financière. Donc, en ce moment, là, ma plus vieille a 18 ans, elle aurait accès à un prêt de 30 000 à peu près dans sa propre banque, là, qu'on pourrait dire. Donc, ceux qui sont intéressés, il y a un épisode qui a été publié en novembre ou décembre, désolé, j'ai pas ça sous les yeux en ce moment, avec Simon-Pierre Gingras, justement, avec qui j'ai fait affaire. Donc, il y a une entrevue là, de 45 minutes à peu près. On parle de cette stratégie-là, donc n'hésitez pas à aller écouter ça si ça vous intéresse. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Il y a une image Facebook aussi là, qui présente ces chiffres-là, ça peut peut-être vous aider. Donc, on regarde tout ça ensemble. Donc, au niveau des revenus, en 2024, tout ce que je vais vous présenter que j'ai épargné cette année, c'est avec un salaire de 127 200 $ environ. J'ai à peu près fait 114 000 $ avec ma job et 13 200 $ à peu près avec le podcast en 2024. Donc, j'ai investi 32 000 $ environ en 2024. Donc, j'ai un taux d'épargne d'à peu près 25 % de mon salaire net. Je n'ai pas encore fait mes impôts, donc ce n'est pas un chiffre exact, là, mais j'ai à peu près un taux d'épargne de 25 % de mon salaire net cette année. Je voulais vous présenter les revenus du podcast en toute transparence, donc il n'y a pas grand-chose que je ne vous dis pas sur ce podcast-là. Les revenus de mon podcast, donc c'est 13 200 $ en 2024. Pour les accompagnements que j'ai faits, donc pour répondre aux questions des gens, c'est à peu près 29 personnes que j'ai accompagnées en 2024. Ça me donnait environ 2 000 $. Pour les publicités que vous entendez, les publicités automatiques, là, Spotify, il y en a certaines en anglais, mais aussi les gens avec qui j'ai fait des collaborations, donc Simon-Pierre, Christine, en 2024 notamment. C'est environ 5 850 $. Mais en fait, c'est 5 853 $ en 2024 pour les publicités. Et pour les gens qui se sont abonnés, merci beaucoup. Là, on a dépassé les 160 personnes abonnées en fin 2024.
Donc, c'est 5 334 $ pour les abonnements. Donc, ça donne un revenu total de 13 200 $. Je suis vraiment content. Donc, honnêtement, là, ça s'en vient un taux horaire intéressant. Si, bien sûr, je ne compte pas toutes les heures à lire, mais les heures à préparer le podcast, enregistrer, faire le montage, vous répondre à vos questions sur Messenger puis Gmail, ben c'est bien correct. Là. Il n'y a pas de stress avec ça. Puis je suis bien content parce qu'en 2023, c'était 3 800 $, donc on a à peu près 10 000 $ de plus en 2024. Même si je ne fais pas ça pour l'argent, bien sûr, c'est plus pour l'éducation financière. Je me donne quand même un petit challenge. Là. C'est la première fois dans ma vie que j'ai pas une petite business, là, mais une petite entreprise. Là. Je dis la même chose, mais en français, bref. Mais je trouve que c'est un beau défi là, d'essayer de faire grossir ça tranquillement. Donc, je suis bien excité de tout ça. Puis je vous remercie beaucoup là, pour votre soutien depuis les 2-3 dernières années. Ça fait combien de temps? 2 ans. Depuis 2 dernières années. Merci bien. Donc, on arrive au bilan après presque une dizaine de minutes. Donc, pour mes actifs au 31 décembre 2024, j'avais dans mon compte chèque personnel 440 $ à peu près. Donc, j'ai 5 000 $ là-dedans qui est déjà prévu pour le de mes filles. Donc, en vrai, c'est 3 440 que j'ai. Mais donc, le 3 janvier, j'ai placé le 5 000 $ pour le de mes 2 filles. Et il va rester mon fonds d'urgence à regarnir parce que je vais avoir 5 000 $ à peu près de fonds d'urgence dans mon compte chèque personnel. J'ai 1560 à peu près dans mon compte conjoint qui sert à payer les dépenses courantes avec ma conjointe qui, elle, a aussi un 1560. Donc, on a à peu près 3000 $ là-dedans. Pour mon CELI, je suis rendu à 111 124 $. Donc, j'ai investi dans mon CELI cette année 22 220 $ environ en 2024. Donc, cette année, c'est 2024, bien sûr, mais c'est plutôt l'an passé. On lâche pas. Je suis passé là, de fin 2023, lors du dernier bilan l'année passée, j'étais à peu près à 75 000 $. Là, je suis à 111 000 $. Donc, c'était à peu près là, 35-36 000 $ de plus que j'ai dans mon CELI. Donc, j'ai fait 13 600 $ de rendement à peu près dans mon CELI cette année. Donc, c'est de l'argent gratis net d'impôts que je n'aurais pas eu si je n'avais pas commencé à investir. Comment est réparti mon CELI? Ben, j'ai 69% qui sont de mon argent qui est dans des FNB indiciels. En devise canadienne, là, mais qui suivent des indices internationaux. Je vais avoir à peu près 70% là, dans ces FNB-là, donc à date, c'est une bonne répartition. Je la respecte plutôt. J'ai 52% qui est dans XUU, qui suit l'indice américain. Je vais avoir 50%, donc c'est pas pire. J'ai XIC, donc j'ai 15% dans XIC qui suit l'indice canadien. J'ai 28% dans XEF qui suit l'indice international. Je vise 30%, donc c'est pas pire. Et j'ai 5% dans VEE qui suit les marchés émergents. Donc ça, c'est la partie simple de ma stratégie. Je me connecte 1 ou 2 minutes à chaque dernier vendredi du mois, puis je regarde si tout est beau. Je fais le rebalancement si besoin. Sinon, j'ajoute du capital pour rebalancer. Et j'ai 25% de mon portefeuille, en fait de mon CELI dans des titres individuels. C'est ce que je vise, 25%. J'ai 6 titres là, actuellement en ordre d'importance. J'ai InMode qui est ma plus grosse position, INMD. J'ai Visa, V. Regeneron Pharmaceuticals, REGN. J'ai NetEase, NTES. Parex Resources, PXT.TO et Medifast, MED. Et pour mes filles, dans mon CELI, j'ai FEQT et XEQT juste pour bien les différencier. Puis ma plus jeune, elle a plusieurs titres là, que son parrain achète, mais je les intègre pas dans mon bilan. Dans le bilan trimestriel que j'ai fait en octobre, j'ai fait une mise à jour là, de ce que j'ai fait en termes de mouvement dans mon portefeuille. Donc, je fais juste vous présenter les 3 derniers mois. Ce que j'ai fait dans les 3 derniers mois, j'ai acheté et revendu une entreprise qui s'appelle Atcore, donc ATKR. J'ai renforcé ma position dans Visa et NetEase, donc 2 bonnes compagnies. Visa, ça va bien, NetEase, c'est moyen, mais bref, si je l'ai acheté, c'est parce que je juge qu'elle est sous-évaluée. Est-ce que j'aurai raison? On ne le sait pas. J'ai une nouvelle répartition aussi dans la crypto qui était à 3% avant de mon CELI. Maintenant, je suis rendu à 5% après des lectures, podcasts et tout ça. Je voulais accorder une plus grosse importance un petit peu au Bitcoin et j'étais chanceux. Ça a été avant les élections de Trump. Mais ça, c'est de la chance, c'est pas du talent. N'oubliez jamais. Bon, justement, la crypto, j'ai 6% dans la crypto. Actuellement, je vise 5%. J'ai 4,8% dans le Bitcoin et 1,2% dans l'Ethereum. C'est à travers des FNB seulement. Là. Donc, j'ai pas de cold wallet. Je connais pas ça tant que ça. J'ai juste BTCX pour mon Bitcoin et ETHX pour mon Ethereum. C'est tout. Pour l'objectif CELI, donc je vise à remplir mon CELI. J'ai atteint mon objectif à 66%.
Je pensais vraiment pouvoir le remplir en 2024. Il me manquait 34 000 et l'année passée, j'avais investi 37 000 je sais pas comment. Mais bon, j'ai juste réussi à investir 22 000 dans mon CELI en 2024. Donc, j'ai fait des lectures là, qui m'ont appris à dépenser un peu plus sans remords. Donc, ça va vite dépenser quand on commence. Donc, j'ai pas l'impression que je me suis gâté tant que ça en 2024, mais ça a l'air que je me suis gâté un petit peu plus avec des bâtons de hockey et tout ça. Donc, j'espère pouvoir le remplir là, en 2025, mais il n'y a pas trop de stress non plus si mon taux d'épargne visé est atteint, le 20%, plus 10% pour mes filles, donc 30% au total, c'est bien correct. Salut, moi c'est Xavier Courchaine, j'ai un baccalauréat en finance et je suis le fondateur de l'entreprise Zéro Frais de Gestion. Mon but avec Zéro Frais de Gestion, c'est de t'aider à congédier ton conseiller financier pour que tu arrêtes de payer ces gros frais de gestion. Donc, ce que je t'offre, c'est des consultations privées pour apprendre à investir tes premiers dollars en bourse de façon autonome dans les fonds négociés en bourse. Ce que j'offre aussi, c'est le service de déclaration d'impôt des particuliers où je me spécialise avec les travailleurs autonomes et les investisseurs en bourse. Pour me contacter, seulement à utiliser la plateforme de ton choix dans les notes de l'épisode. Pour mon REER maintenant, donc j'ai 66 300 66 300 à peu près. J'ai investi 0 en 2024 dans mon REER. Il a commencé l'année à peu près à 53 400, donc c'est environ le 13 000 que j'ai fait de rendement aussi dans mon REER cette année, sans effort. Donc la répartition est respectée, là, c'est à peu près 35% dans VOO, 20% dans QQQ, 30% dans VXUS, qui est l'indice international. VOO, c'était le SP500, puis QQQ, c'est le Nasdaq. Et j'ai 15% dans AVUV, qui suit les US Small Caps, là, les petites capitalisations américaines. Mon objectif REER n'est pas atteint. Il me reste à peu près 16 000 là, peut-être de droits de cotisation à peu près, mais ça va être fait après mon CELI. Le seul changement qu'il y a eu dans mon REER, c'est que la répartition VO est passée à 35% pour mieux refléter la place des États-Unis dans mon portefeuille. Donc là, les États-Unis sont à peu près à 67% là, si je considère tous mes comptes dans mon DISNAT. Sinon, mon REER collectif hybride est actuellement à peu près à 94 700 $. Je ne prends pas de décision là, je cotise 5%, là, je pense, là, c'est en plein ça, 5% de mon salaire, l'employeur accote ça. Donc, moi, il me reste 8% de mon REER chaque année que je peux cotiser parce qu'il y a déjà 10% qui est fait par mon employeur. La formule pour calculer ça, c'est fois 1,75 selon les chiffres qui sont indiqués dans le rapport que je reçois une fois par année. Le REER de mes filles, je suis rendu à un capital investi de 40 000 $, donc ça, c'est ce qui m'appartient. Le retard est rattrapé. Cette année, j'ai pu mettre seulement 5 000 $, ce qui est bien. Donc, à partir de maintenant, ça va être 5 000 $ par année, mais je ne l'ai pas comptabilisé, celui que j'ai mis cette année là, dans le REER. Donc, je suis rendu plutôt à 45 000 de capital. Le REER total de mes filles est à peu près, là, je vais faire un chiffron là, à 74 000 en ce moment, donc c'est à peu près 34 000. Donc, elles ont 17 000 chaque environ en ce moment qui va leur appartenir. Mais bien sûr, il reste presque 10 ans, là, en fait à peu près 10 ans pour profiter encore des rendements composés, des subventions et tout ça. Plus on va se rapprocher du décaissement du REER, plus je vais essayer d'équilibrer le portefeuille avec des revenus fixes pour diminuer un petit peu le risque. Mais tout ça, je vais en parler là. Il y a un épisode qui va s'en venir, peut-être février-mars, je ne sais pas trop. Mais j'ai écouté un épisode de Rational Reminder qui parlait justement du décaissement du REER. C'était super intéressant. Donc, je vais faire un épisode là-dessus dans un futur rapproché. Puis on va pouvoir je vais pouvoir mieux vous présenter ma stratégie rendue. Donc, l'objectif du REER est atteint. J'ai 0 $ dans le compte non enregistré. Ma maison, la moitié de la maison, vaut 325 000 $. Donc, ça n'a pas augmenté cette année, même que je pourrais le mettre à 300 000 là, mais on verra l'année prochaine. L'auto, ça a diminué de 10% cette année. Donc, c'est pas mal dans les prix. Là, c'est un petit peu en dessous même. Donc, j'ai mis 22 680 $, mais elle vaudrait peut-être encore un petit peu plus sur le marché si je l'avais moi-même. Peut-être un petit peu moins là, si je vais chez le concessionnaire, mais bref, ça tourne autour de ça. J'ai rien investi dans l'immobilier. Je vais peut-être enlever cette ligne-là bientôt parce que c'est peut-être plus dans mes intentions. Je suis un petit peu ambivalent là-dessus, on va voir, mais je le laisse là pour l'instant. Mais c'est pas dans mes plans d'investir dans l'immobilier à court terme, du moins. Pour les prêts privés, c'est 1 243 $, donc je teste une plateforme de prêts privés en ligne. Je la nomme pas, sauf si vous m'écrivez, je vous la dis parce que je les ai approchés 2-3 fois pour collaborer sur le podcast parce que je trouve que c'est une belle plateforme, mais ils veulent pas, donc pas de publicité gratuite pour cette compagnie-là. J'ai investi rien de plus là-dedans. J'avais mis 1 000 $ le 2-3 ans pour tester. J'ai à peu près 14% de rendement à date net de frais, mais c'est dans un compte non enregistré, donc c'est imposable.
Donc, à nuancer, vous pouvez expérimenter ça si vous le souhaitez. Vous avez juste à m'écrire. Donc, le total de mes actifs à la fin 2024, c'était de 671 037 $. Pour mes passifs, c'est simple. J'ai rien sur ma carte de crédit. J'ai aucun autre prêt. J'ai juste mon hypothèque qui est à peu près 61 600. Donc, si on divise tous mes actifs par mon hypothèque, finalement, qui est mon seul passif, ben, je me retrouve avec un actif net de 609 441 $. Donc, c'est à peu près plus 10 de... En fait, mon actif net a augmenté de 10 en un an en incluant les rendements et les cotisations. Donc, c'est 56 600 $ de plus en un an. Et si on retire mes cotisations, qui est à peu près de 31 800 $ au total, là, avec tous les comptes, ben, c'est 24 800 $ qui sont issus de la prise de valeur comme les rendements ou la diminution de mon hypothèque, donc de mon seul passif. C'est presque 25 000 $ cette année. C'est la moitié de l'année passée, mais quand même, c'est pour ça que c'est important de commencer à investir. C'est 25 000 $ que j'ai eu cette année que je n'aurais pas eu si je n'avais pas investi. Et la plupart de cet argent-là est dans le CELI, donc c'est presque 25 000 net d'impôts. Si on parle de mon portefeuille net, donc si je vendais là, demain tout ce que je peux vendre pour avoir de l'argent rapidement, j'ai 323 357 $. Donc mon portefeuille net, ce qui est liquide, ça a augmenté de 21 % depuis mon bilan à la fin 2023. En conclusion, je rappelle qu'investir, c'est supposé être simple avec des FNB indiciels, donc prendre 5 minutes par mois là, pour votre famille, peu importe, faire tout ça. Et je ne fais pas le bilan pour comparer quoi que ce soit. Là. Chacun va à son rythme. Si vous êtes en avance sur moi, félicitations, il n'y a aucun problème, je ne suis pas jaloux. Chacun a son propre contexte. Il y en a qui partent plus tard qui n'ont pas été supportés par leurs parents. Il y en a qui ont des fiducies familiales, qui ont déjà des millions, donc il n'y a pas de stress. L'objectif du bilan, là, c'est vraiment juste un peu de façon transparente d'illustrer à quoi ça peut ressembler, tu sais, un bilan quand on gère nos trucs tout seul ou juste mettre des chiffres. Là. Moi, je fais ça parce que quand j'écoutais des podcasts avant de commencer le mien, j'entendais pas des choses comme ça, puis ça m'aurait aidé à structurer mes choses, je pense, pour commencer à investir tout seul. Donc bref, j'espère qu'il y en a certains qui aiment ça. Sinon, c'est pas grave. Et si vous êtes en retard comparé à moi, il n'y a pas de problème non plus. On y va petit pas par petit pas, puis on commence à investir tranquillement. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Prochain épisode, la semaine prochaine, je vais faire la synthèse du livre de Joe Dominguez et Vicki Robin qui est écrit en 1997. Il s'appelle « Votre vie et votre argent ». Et même s'il a été écrit en 1997, c'est un des livres que j'ai trouvé intéressant dans les derniers mois que j'ai lus, donc j'ai bien hâte de vous résumer. Ce jeudi, je fais l'analyse des positions 4 à 6 sur ma liste de surveillance, donc de mes analyses de septembre 2024. Donc, Texas Pacific Land TPL en 4e position. En 5e position, Semler Scientific SMLR. Et en 6e position, XPEL XPEL. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.